donc du nord du Sénégal, donc de la vallée du fleuve Sénégal, et nous avons remarqué aussi ces dernières décennies que la désertification avance, que les conditions de vie se dégradent, et nous avons vu aussi que si les populations ne réagissent pas à temps pour freiner le désert, ça va être la pauvreté, ça va être l'exode, l'immigration et donc la pauvreté. What are the people in Sahel doing to counteract the climate crisis? Climate change does not need a visa. Par exemple, au niveau du village de Diara, ils ont pu reboiser plus de 50 hectares et la biodiversité est revenue. Et la population vit aujourd'hui donc de ces revenus-là, de ces ressources forestières. Au niveau du village de Lobodou en Mauritanie, c'est 18 hectares qui ont été donc régénérés avec des moyens financiers très modestes. Donc dans le nord de part et d'autre du fleuve Sénégal, c'est-à-dire au Sénégal et en Mauritanie, nous avons pensé à créer un pôle transfrontalier donc d'éco-village. The term culture comes from the Latin verb collere, to cultivate. The use of this term was then extended to those behaviors which fostered the cultivation of well-being, or care of the gods, hence the term cult. And finally, it was used to indicate the set of knowledge, practices, and beliefs that allow for the care of the common home, therefore, social well-being. Marianne a porté le flambeau des écovillages pendant longtemps. C'est grâce à elle qu'on est entrés dans les écovillages. Il y avait un petit réseau donc de 35 villages qui s'appelle le GENSEN, Global Eco-Village Network Sénégal, qui était là et a joué un rôle déterminant dans ça. Aujourd'hui, nous, on est un peu des semences. Merci, ça c'est gentil de ta part. Qu'est-ce que vous allez faire en Mauritanie? On va danser. On va danser. Voilà. Ah, okay. Let's begin our journey. Let's head to San Luis. Une bonne production donc de fruits, les mangues, c'est la saison maintenant des mangues. Alors, en fait, ce qui est intéressant aussi au Sénégal, parce que nous mangeons ce que les saisons nous offrent. The environment is the stage for life. It nourishes and inspires the society which inhabits it. Un des problèmes ces 30 dernières années au Sénégal, c'est la gestion des déchets. Alors, les mairies ont la responsabilité de gérer en fait les déchets domestiques des municipalités. Mais très souvent, ça se limite à une collecte, voilà comme ça ici, collecte, et puis on jette. Il n'y a pas de compostage, il n'y a rien, ça c'est pas bien. Il n'y a pas de tri, no selection. Alors que ça, on peut en faire des engrais, on peut récupérer le plastique pour faire des jouets ou autre chose. Voilà, maintenant il y a des gens qui sont de façon informelle, qui viennent récupérer le plastique un peu solide et qui viennent récupérer le métal pour le vendre. Bon, maintenant, quand on parle de croissance aussi dans nos pays, on ne sait pas c'est quoi. Le Sénégal a une croissance de 6-7%, oui, mais on ne le ressent pas. Non. Ça c'est pour la France, c'est pour les autres pays, mais pas pour nous. Parce que ce sont les activités économiques qui tirent la croissance vers le haut, c'est des entreprises françaises, c'est des entreprises chinoises et qui rapatrient l'argent.
Here we are in San Luis. We'll have lunch in the home of a member of Redes who is an ophthalmologist. Bon, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Hein. Comme je disais, comme on dit ici au Sénégal, vous êtes chez vous. Welcome. Mais à côté, comme activité principalement, comme il y a la mer, c'est la pêche avec le village de Guetndar qui est de l'autre côté du fleuve Sénégal, sur la langue de Barbarie. Parce que souvent on entend, ce qui était rare avant, mais maintenant on entend très souvent, où on voit, où on vit l'avancée de la mer qui est en train justement de détruire cette bande de terre qu'on appelle la langue de Barbarie, du coup donc qui oblige les populations de Guetndar à trouver refuge ailleurs. Et donc si vous longez la route nationale après Bangou, vous constaterez qu'il y a une petite ville qui est en train de naître là-bas. C'est des populations de Guetndar qui ont quitté Guetndar pour venir habiter là-bas. Et c'est le gouvernement qui les a déplacés là-bas parce qu'ils perdent des terres. Il y a une première alerte en 2001, si j'ai bonne mémoire. Mais pour la mer, effectivement, il y a la mer qui avance progressivement. Et tout récemment, il y a même une école primaire qui est complètement allée dans l'eau. Et il y avait un autre village qu'on appelait Dounbabedjei qui a complètement disparu. Les 5 dernières années, hein, je dis les 5 ou 10 dernières années, là, vraiment on constate que quand même ça avance très rapidement. Ouais. Parce qu'il y avait l'activité principale qui était aussi la pêche. Malheureusement, maintenant, Saint-Louis, de moins en moins, les eaux de Saint-Louis ne sont pas des eaux poissonneuses. Et du coup, comme vous le savez, ici c'est la frontière avec la Mauritanie. Les pêcheurs se déplacent pour aller en Mauritanie pour pêcher là-bas. Voilà. Et tu as dit qu'on l'a mangé encore? Non. Tu as dit qu'on va manger encore? Ouais. Non, Merci docteur. Merci infiniment. Là-bas, les arbres, là-bas, c'est la Mauritanie. Parce que ça, c'est le fleuve Sénégal et tout ce qui est derrière, c'est la Mauritanie. Moving towards the Senegal River at the border of Mauritania, we'll spend the night in Guédé Chantier. If climate change does not need a visa, then cultures and peoples must meet to share each other's experiences, knowledge, and opinions. They must save themselves from the desert by mirroring each other's benevolent gaze to continue to live and improve. For the tomato production, the farmers here, they sign a contract with the tomato industry, which is close to Saint Louis. And then they also put all the production on trucks and send them to a factory. It processes the factory to make tomato paste. So they usually fix the price of the tomato right before the contract itself, before the harvest itself. So which means, the farmers cannot change the price, even if the price of tomato is more interesting in the market. They cannot change it. For example, the tomato price costs, the company buy it at 60 franc a kilogram. And there are moments when, for the same kilogram in Dakar, I need to, pay 1,500. For the rice, it's a different story. So the farmers need to go to the bank to get money, a loan, to cover the electricity bills, cover also the price of seeds, cover a number of things. And then at the end, when they harvest, so the cooperative will take part of this harvest and then, give it to the bank, And, we have the government that is also supervising this. And usually the government, advise farmers to buy X chemical products, Y seed,
so that the farmers can. But I mean, all these development model is very bad for the economy of the farmers, because it's good for the banks. It's good for the banks. It's good for the seed banks. It's good for Monsanto. It's good for these chemical industries, but definitely very bad for the farmer and definitely very bad for the land itself. For the health of the land, for the health of the ecosystem. For the eco-villages, for agriculture, people use agroecology or permaculture methods. An economy that is based on respect for the health of the land itself, and also it's sort of agriculture that is based on diversity. In the cash crop agriculture, it's just rice all the time, or tomato all the time. And in the meantime, the farmers can hardly feed their families very satisfactorily. But in terms of diversity, they don't have diversity. So in this area, so the nutrition factors, indicators are red, because there's malnutrition. Because they always eat the same thing. They always eat rice all year round, and then it is heavily boiled with oil, and then food itself is very delicious, but I mean it loses its nutriments. So if also we definitely need to change the eating habits of the people. We did not used to eat like this before. We had completely different diets, because we used to produce what we used to eat, and we used to eat what we used to produce. Everything has disappeared, and then this is the result of the government policies. This is the result also of the effect of the mass media, like television. This is the result of also what the multinationals are offering us, and all this put together damages the physical and economic health of the farmer. A traditional storyteller sings praises to the supporters of this part of the world. Some friends explain to us about the agricultural practices in Sahel. La saison des pluies d'habitude commence au mois de juin et termine au mois d'août. Mais avec le changement climatique, on ne peut plus savoir à quel mois vraiment ça commence. Par exemple, cette année, on a commencé à voir les pluies au mois d'août, vers 20-22 août. Maintenant, le terrain, on prépare le terrain pour faire la culture des palais. C'est la culture de cri, bien sûr, c'est la culture du palais, pour avoir un terrain très clean. Et puis même après la culture, on ne consomme pas seul, on le consomme avec toute la communauté. Ah bon, c'est ça notre salaire. Et puis quand on a ça, on n'a pas peur. On peut vraiment dire merci Dieu. C'est un arbre toxique. Et là, on a le Nîmes. On peut utiliser cet arbre et le Nîmes pour faire le pesticide naturel. Vous voyez comment ça sort. Attends, je coupe l'autre. Ce sera beaucoup. Voilà. On enlève quelques feuilles de bonwami et quelques feuilles de Nîmes. Et on ajoute du charbon. Maintenant, on les pile ensemble et on aura une pâte. On enlève tout, on met ça dans de l'eau. On aspire ce produit et on aura le produit fini. Et ça lutte contre beaucoup de maladies qui affectent les plantes. Donc, c'est une plante qui protège des plantes. Et il y a d'autres aussi qui utilisent seulement cette plante, ce bonwami,
pour éliminer les boutons corporels. Puis nos tradis praticiens qui sont là, qu'on appelle les marabouts, ils peuvent utiliser ça pour soigner beaucoup de malades, beaucoup de maladies. Le nîmes aussi, on l'utilise pour soigner les douleurs corporelles. On peut soigner le paludisme aussi. Ça, c'est la henna. Si on a du rhumatisme, on peut le soigner avec la henna. Comment? On prend la henna, voilà, on le sèche et après on pile ça pour obtenir le poudre et on le mélange avec de l'eau et après on le couvre. On couvre le pied avec la henna. Et puis c'est une plante médicinale, et ça soigne beaucoup de maladies comme des crampes corporelles et quand aussi la personne est paralysée, on peut utiliser ces feuilles et voilà. Le zibzibier, c'est une plante médicinale et à la fois une plante qui produit des fruits. Voilà, quand un enfant est né, quand il pleure beaucoup, on lui chante ce fruit-là. On lui dit Ayo nene yumayi jabel bamayi jabel adanma jabel. Jabel, c'est le fruit de cet arbre-là. Alors, maintenant, ces feuilles aussi sont très intéressantes, sont très importantes. Pourquoi? Ça baisse la tension artérielle. Donc, c'est des feuilles médicinales et en même temps qui peuvent en même temps soigner et prévenir. Ça, c'est l'alobali. On l'utilise pour préparer du couscous. Et là, on a ce qu'on appelle aljanao. C'est une plante médicinale qui est très efficace et très utilisée dans cette zone. Dans le passé. Mais maintenant, les gens ont tendance à aller dans les pharmacies pour le faire alors qu'on a tout ici. Là, ça soigne le paludisme. Ça peut aussi éliminer la fatigue. Ça permet aux personnes de se soulager. Here's the wonderful agricultural project in Gede Chantier. This is Hawa Pendaba. She is the president of the Women's Association. She is in charge of everything here. So in the name of our origin, in the name of our ancestors, we would like to bless Usman. So we don't go to the dispensary or to the hospital. So when you are healthy, you can go up to the sky. So min kali haale ɓure usumani ɓure sarde o tan en gasantay sona tan hanti yon bolla men tan ɗumin keɓidiri ndiyam ni fodde ɗo e nder wuure fodde yimɓe sappo wilasuji sappo village tawa ene wonde village an ɗum addi dogdemi ha jottiɗum mi oɗo joni e mawnam debbo mbay kono miñiraɗo e mawniraɗo joni Allah walli kam kono Allah rokki kam ɓerde mbeɗa yiɗi dogadde bandam I am not only running for my own problems, but I am running now for the problems of the community. Jimmi tan ko bandam en daña. So my dream is to see people around me prosper, because we are all relatives, we are all connected. I mean, we cannot have dark thoughts. We just, bless people here. Because every other person is myself. I would like to give thanks also to our chief of village. So, greetings, dear guests, and welcome to this part of the country.
o yiɗi kanko jam e développement kanko ɗum noon Ousmane en nani yembi mo nani jaɓɓi jaɓɓal makko. So Ousmane is also imitating also the president in supporting, you know, the local communities. Kadi yo leɗɗe gadde gawe hen. And then Ousmane they also brought the idea of creating a fence and also bringing, you know, trees. Hande mbo ari ɗo fof hay so huɗo ko gasi ɓe mbawa wuppitardimo sababude leɗɗe ɗe. Now even if for example when we harvest the vegetables we cannot just leave it like this. We already have also trees. The trees also need to be taken care of. Banano jibini ha fuɗɗama ñamede. So within 1 year. Ko Ousmane mbawmi wiide ko tato tan walla nayowaɓe no mabɓe dañinoma e Sénégal fof moƴƴat. So o wawno so dañi o nawa galle makko o wawi nawde galle makko no ko dañi fof woppat galle makko o nawana galle. So for a long time we have been isolated, marginalized, you know, and people would just go by Medina, but I mean he included Medina in his projects. Thanks God, thank you for coming, and thanks also Ousmane. Rewɓe wuro ngo noon rewɓe village o mbeɗa yetti Allah mbeɗa yettiɓe sabu eɓe koɓe yimɓe dariɓe. Sabu ɗum ɗo reeni ɗum ko rewɓe worɓe ko ɗannotoɓe ko julaɓe ko yahoɓe. Rewɓe noon ko ɗo tan goni ko yehi woppa ɗumen ɗo ko ari tawa ɗumen ɗo. So with this, if we go to the market, it's just to buy fish. But I mean, we've got everything else here in this garden, you know, for the vegetables. The preservation of the environment solidifies the society that cares for it, allowing for the transmission of culture from one generation to another, and for the conscious adaptation to what is new. Every serious environmental crisis is therefore a social and cultural crisis. To bless the project, the ground, the Redis project. I've got pictures of that because it's very important. You know, when there is a spiritual foundation to a project, then it has chances to survive, and then also really, people will adhere, will come to the project. And also after that, we organized a workshop in this area with the women organizations and youth organizations here on permaculture, and then that was last year. And then also I am collecting some seed funds to start a training center here. These are 5 hectares we have enclosed, and even now we haven't done much yet, but even the trees inside the fence look even better than the trees outside, you know, because they are protected safe from the animals. Yes. While watching life flow by on the Senegal River, a village chief tells us a story. Là, les gens vivaient en symbiose grâce à ces activités économiques, l'agriculture, l'élevage, la pêche, aussi l'artisanat. Ils étaient avec leurs voisins. C'était un village ouvert depuis lors, qui s'adonnait, je dis, principalement à l'agriculture. Mais au cours des grandes sécheresses de 73, beaucoup de choses ont changé. Parce que il n'y a plus d'activités comme avant. Il y avait moins de pêche, moins d'élevage, moins d'agriculture. Alors les gens commencent à s'adonner à l'exode. Ce qui a un peu changé le comportement des gens. Ce qui a changé un peu les valeurs culturelles. Le village est connu un village très accueillant, un village généreux. Mais quelqu'un qui devient pauvre, il ne peut plus continuer à être généreux. Socialement, culturellement, la population s'est appauvrie, en plus de l'appauvrissement en économie. Parce que le langage et les termes, les mots sont liés aux activités. Chaque activité qui disparaît avec un certain nombre de mots, d'expressions. L'État a introduit ce qu'on appelle l'agriculture hydro-agricole, pensant que c'est une solution alternative. Comme il ne pleut plus,
il n'y a plus l'inondation, il n'y a pas de cri pour qu'il y ait de l'agriculture traditionnelle. L'administration, l'État, comme tous les pays, a commencé à faire des aménagements. Ces aménagements, avec ces aménagements, il y a eu beaucoup de dégradation de la nature parce qu'il fallait quelque part couper beaucoup d'arbres. Donc, si on dit sécheresse, on dit assèchement des arbres. On dit désertification. Donc, naturellement, les arbres diminuaient déjà. Et quand il y a l'introduction de l'agriculture irriguée, la situation devient plus grave. Parce que quelque part, il n'y a pas de sol disponible. Là, on est obligé donc de tuer les arbres qui restaient pour avoir l'espace qu'il faut pour faire l'aménagement. En plus de cela, c'est des nouvelles techniques agricoles qui n'étaient pas connues par les populations, donc qui ne sont pas liées à la culture de la population. Les produits qu'on introduit, qu'on met pour fertiliser le sol, plus le carburant, lubrifiant, c'est des produits importés et qui coûtent trop cher pour le paysan. Alors c'est le système de crédit agricole qui est là. Le paysan, il est obligé de contracter un produit auprès de la banque agricole avec des intérêts très élevés. En plus de la cherté, donc des prix élevés, très élevés même, des facteurs de production, les rendements ne sont pas importants. Les rendements des campagnes sont très faibles à cause des mauvais aménagements, à cause des qualités de semences, à cause même du retard de ces crédits agricoles. Parce que le système de crédit agricole est un circuit très long. Généralement, on reçoit la première tranche du crédit, la saison, la bonne période de campagne est déjà en avance. Donc, nous, ici, on comprend que vers la fin de la campagne, le paysan sera endetté. Donc, au lieu de trouver un rendement, au lieu que le problème du paysan soit réglé, il s'endette de plus, donc il s'appauvrit de plus. Faisant ce constat, nous avons dit au niveau de l'Oubourou, il faut essayer de changer d'approche. Il faut revenir à la culture traditionnelle, mais en commençant par la préservation de l'environnement. D'abord, on préserve le reste de bois qui est là et on essaie de régénérer d'autres arbres. Ainsi, en 1998, nous sommes constitués en comité de surveillance et de reboisement. Alors, là, les arbres ont poussé, ont grandi. On a remarqué le retour de certaines espèces d'oiseaux et d'autres animaux qui avaient disparu. Il y a la perdrix, il y a le singe, il y a le lièvre, en tout cas d'autres animaux, le phoque qui sont venus être dans la forêt parce qu'ils ont trouvé un abri, ils ont trouvé le climat qu'il fallait pour s'installer. Vu tout cela, vu l'installation ou le séjour périodique de ces oiseaux, on a pensé à mettre en place un nouveau projet. C'est le projet écotourisme. Alors, pour l'écotourisme, traditionnellement, chez nous, si on entend tourisme, on est méfiant. Parce que chez nous, même si on dit télétouriste, cela veut dire que lui, il n'a pas d'objectif. C'est quelqu'un qui vadrouille, qui n'a pas d'occupation. Donc le nom est un peu péjoratif. Alors il fallait donc beaucoup de sensibilisation pour faire à la population que ce système de tourisme, au lieu de rendre la personne oisive, rendre la personne vulgaire, au contraire, ça ramène la personne à reprendre, à revaloriser sa culture et sa nature. Ainsi, nous avons eu tout dernièrement, en 2013, des contacts avec les écovillages au niveau du Sénégal. De ce qu'on appelle le RADES. C'est le réseau d'émergence des écovillages pour le développement durable au Sahel. Alors nous avons adhéré à ce réseau-là. C'est un réseau transfrontalier qui concerne les Mauritaniens et les Sénégalais
aussi qui a la même philosophie, qui a les mêmes démarches que notre association locale. C'est-à-dire c'est viser de régler, d'essayer d'améliorer les conditions de vie de la population locale par la préservation de l'environnement et de la culture. Ça, c'est un départ pour montrer que les deux rives doivent travailler ensemble. Parce que les deux rives vivent la même situation géographique, vivent la même situation écologique, vivent la même situation liée à la sécheresse. This is also part of the cultural welcome. So they are fishermen, and the fishermen are the masters of the river. They've got lots of mystical knowledge. They know how to talk to hippopotamus. They know how to talk to crocodiles, and so they're going to do a little bit of racing to celebrate also our arrival. If climate change does not need a visa, then cultures and peoples must meet to share each other's experiences, knowledge, and opinions. They must save themselves from the desert by mirroring each other's benevolent gaze to continue to live and improve. A volunteer researcher shares with us some precious explanations. So I've discovered a lot of things. The first thing is that Gede is kind of unique in the region, is right next to the river. So they have a lot more security for their herders than other people do. But basically, there's the other herders that live out in what's called the jetty. So that's the area that's not close to the river. So people kind of divide their idea of space into two different things. There's the jetty and then there's the wallow. The wallow is by the river and then the jetty is out in the grasslands. Climate change has pretty much decimated animals everywhere, all over the Sahel. And people are no longer able to herd the way that they used to, and animals are dying everywhere. So the trouble with herding really started in 1973. There was this massive drought in 1973, and after that the climate started to shift. And before 1973, rains had started every year pretty much in early June. And there was enough rain to create enough grass to support people for year-round, and no one really had to move. We had this idea that transhumanism and nomadism is this thing that's been going on for a really long time. People have been traveling distances for a long time. This isn't true. People started going vast distances really after 1973. Before then, if you wanted to be a herder, you didn't have to go more than 50 or 60 kilometers in order to support your animals. But after that big drought, everything changed. And then you hear stories of people that are going 500, 600, 700, 1,000, 2,000 kilometers every dry season to chase grass. This has been difficult for 30 years. Herding has not been easy for people. But basically in the last 5 years, things have gotten really bad. Kind of really actually starting in 2012 is when people really had, you know, this huge shift in climate. So every year since then, people have been losing, it seems, more and more animals to the point where they can't recuperate their herds. It used to be people would lose a certain number of animals every season and then they'd be able to rebuild their herds and get more animals. But now herds are being completely decimated. People are going out into the jetty with 400 cows and coming back with nothing.
This last year especially has been horrible. The rains came over 6 weeks late. So rains that come 6 weeks late, it can be devastating for a herder. You can lose all your animals in, a couple weeks. So people all over Gede, even the people that live in the wallow, they're saying that herding is basically dead. A lot of people that used to herd are transitioning into farming. People can't support their animals anymore. It's a huge problem. So what I kind of started trying to do is looking for a solution to this. And everyone says that they want to modernize herding with permaculture. So permaculture is when you basically take an area, fence it, and irrigate it, and then during the dry season, you have grass for your animals. So if you go out and you don't find any grass, you have security. So everyone wants to do a project with permaculture. The problem is permaculture, you have to do it on a really big scale, and you can't do it in the wallow. So you can't do it next to the river because those lands are all owned and everyone's using those lands to cultivate rice. So really, if you want to do permaculture, you have to do it effectively, you have to do it in the jetty. So you have to do it out in the bush. But the problem with doing it out in the bush is that there's no water in the bush. And in order to get water, you have to go like 300 meters deep. So if there's going to be a project, it has to be able to be inclusive of everybody. For example, after that 1973 drought, when everything changed, you had all of these people from Gede that would go out and try to find grass, and they lost everything. They lost everything, and these people have a really spiritual connection to their animals, and we talked to some of these old people that are, 60, 70, some of them are 90 years old. And they said that when people lost all their animals in 1973, a lot of them committed suicide. They came back from the bush with no animals and they hung themselves because they have this spiritual connection to these cows. And then a lot of people, even one of the guys we talked to here, they left and they went to Dakar. And what they did is they did a bunch of different work in Dakar, or they sold milk. That's what a lot of the Pole did, is they'd sell milk or they'd sell yogurt. But basically, because this area, Gede included, is next to the river, there's water, these herders that didn't have water all came to this area. And a lot of these people came from Mauritania. And then these herders that went to Dakar, they eventually wanted to come back after 3 years and rebuild their herds. And they came back and the area was full of these Mauritanians that had come in. So now there was just thousands of these people that were trying to herd in this small area. And that also, it's not just climate change, but there's just way more people that are herding than there used to be, and it's a huge problem because there's too many animals. People aren't content. Before 1973, people would have smaller herds. That's what everybody says. You had a herd of 100 cows, that was a lot. After that, people are having herds of 500, 600, up to 1,000 cows. And there's just not enough grass. I think that you could do permaculture in this area. So basically having a test site where we grow alfalfa. Because alfalfa can yield 400 tons annually of grass, which means 5 hectares of alfalfa can support over 1,000 cows, which is more than enough for a village to have security for their cattle. You only have to sow alfalfa once every 7 years, so you don't have to re-sow every year. And you can harvest alfalfa every 7 days, which means during the rainy season, your cows can go out and eat, and then you can just harvest all of that alfalfa and store it for the dry season. So that if there are other people in the community that don't have access to your écloture, you can sell them that alfalfa for a low price. So they don't have to go and spend all their money buying rice grass. Also, alfalfa actually helps the cows produce milk. Rice grass doesn't produce milk. Alfalfa is a type of grass. So basically what happens is right now, herders, before the rains, when I did most of these interviews was before the rains, the herders would have to buy rice grass. So people harvest rice and then they have the byproduct, which is the stalks, rice stalks. And then they would sell that to the herders. And that's fine to keep your animals alive, but there's no nutrition in rice stalk. It'll keep your animals alive, but they won't produce milk. If your cows aren't producing milk, there's no real point to having them. Because milk is how you make your money. You sell milk and you sell yogurt, and you also feed your family. I mean, I know that in other herding communities, for example, Niger, 90% of protein intake comes from milk. It's milk fat. So it's a huge part of their diet. So if their cows aren't producing milk, it contributes to malnutrition at the same time. So if you have this other grass,
alfalfa, it's a much better solution, and it's far more sustainable. It's really easy to manage. And also rice takes massive amounts of water. I mean, it's agriculture. So you can't do rice production in the Jerry. Exactly. There's one here. We spoke to a guy yesterday who has 2 hectares of alfalfa that he's been, and he says it's been amazing. His animals are able to survive. Yeah, in the Boudou. And also there's one guy who we talked to extensively. He's our primary contact in Senegal, who's been doing this for a couple years, and he says that it's the way to go. What I'm trying to do is write a grant for this place in a village called Namarel, where they've already been experimenting with alfalfa. They already have had test plots and they already have a fence. They're just waiting for a way to get a well to irrigate this fenced land. So right now I'm writing a demand for that, for a well that could do, with a motor pump, that could do 5 hectares. 5 test hectares, and those 5 test hectares would be open to the entire community. So anyone that wants to graze during the dry season. Huh? Senegal. Senegal. Mais c'est pas loin d'ici. Permaculture would work for here, but if you're talking about herding in Niger and in Mali, I think that that's a whole different set of problems, and I think that permaculture in those areas, I don't think it's accessible, because I think irrigating the land there is too difficult. But what I think for other areas that are experiencing climate change and herd decimation due to climate change, I think mobility is still the best strategy. So here I think people should transition to a more sedentary lifestyle. But if you're talking about the greater Sahel, Niger and Mali, I think there's more strength still in mobility than there is in sedentism. So that's why I say Guédé is really unique. I think that it's too difficult to irrigate a piece of land of that size. I think you can have small spaces to provide security, but I don't think you're going to be able to effectively irrigate 10 hectares. And the wells here are 300 meters, the wells there are 400 meters deep. Can you imagine how deep that is? That's the size of a very tall building. That's how far you have to go to get water. And also I think culturally, the culture in Niger and Mali is completely different. So the people there, they're not transhumants, they're nomads, which is it's an important distinction. Transhumants are semi-sedentary. Nomads are not sedentary at all. It's beautiful. It was like this all over the place. But I mean, gradually people told us that rice was better. When you were a kid, it was everything like this? Like this. There were monkeys, there were so many different birds. You must be very angry. I am angry, and then also when my grandmother was younger, it was even more exuberant, more thriving. And look at this, it's so beautiful, so peaceful. I think what the international capital system has done is really to destroy our peace, is really to make us poor people. Diabetes, high blood pressure problems, all sorts of problems, and people are unhappy. I also think mental problems. That's right. People are very sad in the West. In Africa, people smile a lot, people laugh, people share, people, enjoy life, enjoy time. Il ne faut pas marginaliser la musique parce que nous, chez nous, partout dans le monde d'ailleurs, tout ce qu'on fait, il y a la musique qui est là, qui encourage. Donc il faut prendre les musiciens, il faut qu'ils chantent des chansons qui motivent les gens à faire le travail. Il faut qu'ils chantent des chansons qui orientent les gens à préserver l'environnement et la culture. Alors, on a décidé de prendre leurs mélodies et de mettre un contenu dans le sens de sensibilisation des populations. Les griottes, on leur a donné une chanson dans leur mélodie traditionnelle, avec le rythme de leur calebasse.
on leur a donné un contenu qui essaie de chanter tous les endroits importants, tous les arbres importants, célèbres, qui étaient connus très longtemps, toutes les cuvettes, tous les marigots. Ça c'est pour que les enfants, les jeunes générations sachent que ça existait. Et puis, en chantant cela, toutes les castes de la zone, tous les villages sont très contents et viennent nous encourager pour dire vraiment, vous avez essayé de retracer l'histoire environnementale. A farmer and a nurse tell us about life in Guédé. On va mélanger ça avec de l'eau et un peu de racal. Ou bien de riz, le son de riz. On va mélanger ça et on va donner ça. Oui, on va manger. Oui. Vous trouvez ça où? Non, c'est des emballages. Des emballages. Ça c'est pour les moutons de Aster. Et souvent on prend de l'herbe, bien ça, plus le fond. La moto c'est qui? C'est pour Ablaï. Lui aussi il travaille dans le réseau solaire. Réseau solaire? Oui, des lampes solaires, des installations solaires. Oui, il travaille dans... White light, je ne sais pas, mais... Il y a beaucoup de gens qui travaillent là? Non, ici, lui, il couvre le département. Okay. Il y a d'autres qui sont dans d'autres départements. Et lui, il est là, il a la moto. Et avec les téléphones, les populations appellent. Et lui, il prend sa moto, il va. Ils ont différentes manières de s'abonner. Il y a des gens qui veulent la lumière seulement. Il y a d'autres qui veulent la lumière plus la télévision. Il y a d'autres qui veulent la télévision et lampage. Voilà. Et pour recharger aussi les téléphones portables. Il y a des milieux où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Donc ces personnes-là, ils travaillent avec ces gens. Ouais. Ici, pour l'électricité, il y a une société nationale qu'on appelle la Sénélec. Ouais. Et comme chez nous ici, on travaille avec la Sénélec. Mais chaque fin, vous produisez l'électricité et on paye par mois. Et souvent ça coûte très cher, surtout quand on est dans une grande famille comme ça, il y a la télévision, il y a les ventilateurs, il y a les réfrigérateurs. Alors souvent la facture ça peut aller jusqu'à 80-85 000 par mois. Ça va faire 150 €. À peu près. Maintenant quand on a le réseau solaire comme le White Light, alors pour les lampes et la télévision, on peut laisser ça pour le White Light. Là, on ne paye pas. Un salaire, c'est combien pour celui? Ben, je sais pas. C'est ça. Ah, salaire. Salaire. Pour le gars qui travaille, combien on le paye? Oui. À peu près 200 000, à peu près. Combien? 200 €, c'est quoi? 200 €, ça va faire 105, 100, 300. 350 €. Oui, c'est un agriculteur qui va te parler de pesticides. Est-ce qu'il met les pesticides dans les champs? Si, je mets les pesticides. Tu as vu? Mais je n'ai pas encore les moyens de travailler pour une agriculture de masse sans utiliser les pesticides. Conventionnels. Conventionnel. Quel type de pesticides? Il y a beaucoup de choses. Les pesticides, oui. Parce que ça dépend des cultures, des plantes. Il y a certaines plantes, on utilise certains produits, il y a d'autres non. Et ça dépend aussi des maladies qui attaquent certaines plantes, ça dépend des insectes. Hein? Il y a des insecticides, il y a des pesticides. Il y a d'autres encore, c'est pour... voilà, donc c'est pour les oiseaux qui viennent dévorer les trucs. C'est pourquoi il y a différentes sortes de produits que l'on utilise. Mais moi, je suis agriculteur, mais c'est cette année que j'ai commencé à pratiquer l'agriculture.
Et je ne préfère pas utiliser l'agriculture conventionnelle. Je ne préfère pas, mais je l'ai fait pour cette année seulement pour voir. C'est bien payé travailler pour l'agriculture intensive industrielle Oui, l'oignon, pour l'instant j'ai commencé par faire l'oignon. Voilà, c'est justement ça que j'ai planté. Sinon, l'hibiscus, j'en ai planté un tout petit peu. Et voilà, maintenant pour les prochaines années, je vais voir ce que je vais faire, si c'est la tomate ou je vais encore... Vous mettez tous les pesticides avec des protections? Bon, pour l'oignon, je n'ai pas mis de pesticides. Non? Non, je n'ai pas mis de pesticides. J'ai utilisé seulement une seule fois les pesticides. Ça, c'est après avoir séché l'oignon. Il y a les termites. Les termites, vous connaissez? Oui. Voilà, les termites. Maintenant, on m'a conseillé de mettre ce produit-là pour tuer les termites. Sont sur le bois, non? Oui. Le bois, maintenant, dans l'agriculture de l'oignon, il y en a un moment, on va laisser l'eau. On ne va plus utiliser l'eau. Maintenant, on va laisser l'oignon sécher. Maintenant, pendant cette période, il y a les termites qui viennent couvrir et dévorer les... Là, on met un produit voilà, pour tuer les... Voilà, c'est en cette seule occasion que j'ai utilisé les pesticides. Sinon, je n'ai jamais utilisé ça. Mais j'ai mis les engrais, j'ai mis de l'engrais. L'industrie sénégalaise? Non, ça c'est juste pour vendre aux gens voilà, sur le marché comme ça. Mais pas à une industrie comme ici à Guédé. Les gens, ils vont cultiver la tomate, ils vont travailler avec une société qu'on appelle Agroline et une autre qu'on appelle la Socas. Maintenant, c'est eux qui donnent les financements, les semences et tout ça. Et à la période de la récolte, c'est eux qui envoient les voitures, on le récolte et on amène ça dans cette usine-là, après avoir transformé en un moment pendant pour le marché local pour le marché local et international. Et ensuite, on va les payer après. Mais voilà, mais moi, dans mon champ, c'est privé, c'est pour moi. Le financement, c'est personnel. La récolte aussi, je vends à qui veut acheter. Donc ça, c'est personnel, c'est pour moi. Ici, les gens utilisent beaucoup de pesticides dans les champs et seules les conséquences sont plutôt néfastes sur la santé des enfants et sur les femmes. Here we are at the Eco High School in Bambe Serer. Le Premier ministre a tout le temps été l'homme de confiance dans la République. Le Premier ministre... Alhamdulillah. Can you see this? We also here. Hey, hi. Hey, how are you? I'm fine. Hey, I'm fine. I'm fine. I'm fine. How are you? I'm fine. I'm fine. Et en ce moment aussi, ils sont en train de mettre en place le réseau Écolico, qui est le réseau, c'est l'écologie dans les lycées et collèges du Sénégal. Ça, c'est vraiment un lycée modèle. A fait que donc, lors de mes différents voyages dans ces pays africains, j'ai vu que les gens du côté de l'Est, ils bougeaient, ils faisaient des projets, ils se mettaient ensemble. Et là, ils ont créé un réseau qui s'appelle Rescope. C'est le réseau donc, des écoles en permaculture pour l'Afrique de l'Est. C'est très fort et ça regroupe le Zimbabwe, la Zambie, la Tanzanie, le Malawi. Et ils ont un grand projet. Et apprendre aux jeunes à préserver l'environnement, à aimer la nature, à la protéger. J'ai cru à une chose, l'exemple doit venir par les initiateurs. Je me suis mis au travail et j'ai contacté une ONG qui s'appelle World Vision, ou Vision Mondiale. Celle-ci m'a octroyé un chèque de 160 000 francs avec lequel j'ai démarré les travaux au lycée. Donc nous avons acheté des arbres, nous avons acheté des fleurs. Quand je venais ici, il n'y avait que les bâtiments, rien d'autre. Écologie dans les lycées et collèges concerne à sensibiliser les enfants contre tout ce qui est déchets plastiques, tout ce qui est par exemple coupe d'arbres. On leur dit il faut préserver les arbres, il faut en planter. L'avantage du REDES, c'est ça, c'est de ne pas se limiter au Sénégal.
c'est de vouloir effectivement toutes cette zone du Sahel qui effectivement vit les mêmes problèmes, c'est de les fédérer pour effectivement aller vers un ensemble beaucoup plus grand. Aujourd'hui, cet établissement compte juste 866 élèves. Donc nous avons 38 professeurs qui sont ici et 866 élèves. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les élèves soient donc les moteurs de la préservation de l'environnement, qu'ils soient au courant des changements climatiques. Parce que peut-être certains n'en sont pas tellement conscients. Ils trouvent ça très loin. Ça se passe aux Philippines, ça se passe aux États-Unis, ça se passe au Zimbabwe, c'est loin. Mais ça peut venir ici. C'est pourquoi nous, au niveau de Ecolico, on se dit que nous sommes donc vraiment le bras pédagogique du REDES. Le ministre de l'Éducation nationale est venu ici le 4 octobre. Et il est venu parce qu'effectivement, il a eu dire de ce qui se passe ici. Donc quand il est venu, nous lui avons remis ce document-là qui s'appelle donc Projet de mise en place et d'équipement des clubs Ecolico. Donc ce projet-là est entre les mains du ministre de l'Éducation nationale et nous avons certains représentants diplomatiques, dont le Grand-Duché de Luxembourg et également les Pays-Bas, on les a donc sollicités pour ça, et quelques ONG pour effectivement nous accompagner dans l'élaboration des plans d'activité pour effectivement développer l'écologie dans les écoles. Et donc là, quand on était ici au mois de janvier, donc ils ont parlé avec les différents établissements. C'est au moins 600 élèves qui sont sortis de tous les établissements pour aller ramasser donc les déchets plastiques, etc. Tout le village. Parce qu'à la fin du travail, parce que quand les étudiants américains arrivent, les étudiants américains et sénégalais arrivent, ils sont en groupe. Certains travaillent sur le reboisement, d'autres sur la décoration, d'autres donnent des cours d'anglais. En fonction de la passion, en fait, des passions des étudiants et en fonction aussi des besoins communautaires, ils sont divisés en plusieurs sous-groupes. Parce que nous, on s'est dit qu'on ne va pas s'arrêter juste à l'école. La route qui longe d'ici jusqu'à la nationale, vous êtes venu par là, donc il n'y a pas d'arbre. On s'est dit que l'objectif c'est de mettre aussi des arbres tout autour. C'est donc de planter des arbres fruitiers dans l'école. What does a doctor of traditional medicine think? Tout ce qui concerne notre environnement peut être utilisable en médecine traditionnelle. C'est les produits d'animaux, c'est les produits d'oiseaux, c'est les insectes, même l'argile soigne aussi. Et donc, hormis toute cette partie phytothérapie, il y a beaucoup d'autres éléments qui contribuent à notre médecine traditionnelle. Tout ce qui est notre environnement peut nous être utile. Maintenant, il faut connaître. Chaque plante est considérée comme un être vivant. Il faut respecter. On ne peut pas se lever n'importe quel jour ou n'importe quelle heure pour accueillir une plante. Le jour est important, l'heure est importante. Vous le savez, une plante à midi n'aura pas le même principe actif qu'à minuit. Et c'est pourquoi, généralement, quand vous allez cueillir une plante, vous amenez un petit cadeau pour échanger avec la plante. Et donc, généralement, vous allez dialoguer avec la plante, échanger avec la plante, et vous allez dire bonjour à la plante. C'est tout un rituel que maîtrise bien en guérissant. Passer par son premier nom et son deuxième nom avant de cueillir la plante. Et généralement, vous lui donnez ce petit cadeau pour plaire. C'est comme si on vient voir un ami, on a besoin que l'ami soit content de toi. Oui, et donc c'est tout un échange. Si vous ne le faites pas, vous allez agresser la plante et il ne vous donnera pas le principe actif, mais vous aurez simplement la matière. The spread of disease and global economic crises suggest that the best ways to approach a harmonious, healthy, and ultimately beautiful life are different than those which have been adopted by the masses. Jojo Kondira,
n'avais pas besoin d'aller au marché, tu as tout ce que tu as comme besoin de légumes derrière ton arrière-cour. Au niveau de l'écosystème autour des maisons, il y a les plantes pour régler nos besoins en plantes médicinales, en plantes culinaires, etc. Donc il y avait aussi son élevage, la production d'élevage et avoir de la viande et à partir de sa propre production dans la maison. Et les défections des animaux seront retournées vers la terre pour maintenir la fertilité. These Senegalese and Mauritanian examples suggest the need and the will for a change, which we believe will be perfectly adaptable for other realities all over the world, and which respond to local problems that, unfortunately, reflect the same problems that are developing on a global level. And then the other side is protected by the government, and this side is protected by the community. That's what he said. It's much better. You see the difference. Sande banda bari julo biya jawana kana nyone manyina kali kali bawda wala hayata bari julo ko mo kana nyone ni bako bulo no go da bo julo doro roy mali dilo lo ba bele ko da bo julo doro bari bo bele ko da bo julo doro ani nyomi be ko de da bo julo doro Nyani bele ko dabo julo doron Same bele ko dabo julo doron Sandu fanam ko dabo julo doron Wuli be ko de dabo julo doron Kandora ko dabo julo doron Fuladu wulu ko dabo Timara banko wulu ko dabo Magati banko kole dabo Jarabe ko de dabo julo doron Foni bele ko dabo julo koron Hey dabo julo doron Menga nalema Prema sane Fatu dabo Anusa la malega Sadio Kamara